il y a eu fusion. Il y a eu fusion, ils se sont concertés, je sais pas trop comment c'est né, mais c'était se mettre en recherche d'un auteur, d'une autrice, qu'en soit pas une, et peut-être qu'il soit pas issu de ce milieu-là, et lui proposer, en tout cas, quand il s'agit de moi, quand mon nom a été évoqué, c'était de me proposer d'écrire sur ce sujet-là. J'avais dû en parler dans une interview, j'avais mentionné le fait que mon frère est schizophrène et qu'il écrit des textes, et que j'adore son écriture, et que peut-être qu'un jour, je trouvais l'idée intéressante qu'on puisse écrire tous les deux. De plus, à l'état de fantasme, connaissant mon frangin, je me disais que c'était un rêve, un truc infaisable, et finalement, stimulé par le discours de mes éditrices, parce que j'allais dire mes éditeurs, mais j'ai quasi que des éditrices des deux côtés, j'ai trouvé l'idée, plus on en parlait, plus je trouvais l'idée intéressante, et plus j'étais stimulé par l'envie de faire un truc avec mon frère. Je vais de binôme en binôme. Depuis Aurel, je cherche, je pense que c'est ce qui m'intéresse aussi de faire, c'est d'être dans un truc d'échange, déjà même l'état de processus artistique. Après Aurel, il y a eu Pone, mon DJ sur scène, et là c'est marrant, mais c'est mon binôme sur ce projet-là, c'est mon frère, quoi. Alors, je vous propose de lire un extrait. Je t'en prie, qu'est-ce que tu veux lire? Eh ben, alors, c'est pas Qu'est-ce moi que qui vais toi le tu veux lire. lire? C'est... Qu'est-ce que toi tu veux lire? Pourquoi pas? Allez, on est parti. C'est vrai? Bah ouais, pourquoi Prise pas? d'otage, ah bah vas-y, avec plaisir. Non, mais comme Et je après, à vous l'applaudimètre, on te jugera sur ta dis. qualité de lecture. Bon, bah, Qu'est-ce que tu vas nous lire? C'est un peu alors, on est l'école des parti. fans. Alors, qu'est-ce que tu as Tu vas choisi? nous chanter. Ouais, Donc, eh ben, je vais lire Bébé antithèse. allez. Nos parents ont mis au monde la parfaite antithèse. Bébé tout sourire contre bébé pleurnicheur. Enfant, on le trimballe partout. Mon frère s'endort exactement là où on le pose. Quant à moi, c'est une autre histoire. Il faut que je tombe de fatigue, épuisée de chialer, pour daigner m'assoupir sur les genoux des copines de théâtre de notre mère. Je suis colérique, précieux, angoissé. Thibaut, lui, lèche les plaquettes de beurre et franchit les barreaux en fer de son lit pour dévaler à quatre pattes les marches de la maison. Adorable, mais frondeur. Dans les manèges, il se penche aux trois quarts pour choper la queue du Mickey, et moi, je louche de travers sur les enfants qui l'attrapent en reniflant ma morve de frustration. Quand je parviens à coller mes skis en V pour réaliser un chasse-neige des plus étudiés, Thibaut, lui, déboule sans bâton, hurlant aux autres de se pousser avant d'aller se prendre dans les filets en bout de piste. Le plaisir de la prise de risque, alors que j'établis de savants calculs pour les minimiser. Thibaut est candide, je suis calculateur. Il est sociable, je sélectionne. Chez les louveteaux de Cergy, il vit ses plus belles aventures au grand air. J'enterre les G.I. Joe du voisin dans le jardin en espérant qu'il les oublie. True story. Quand je prends une glace et que vient son tour, Thibaut répond comme Guillaume. Avec ses étrennes de Noël, je lui fais acheter des t-shirts trop grands pour pouvoir les porter. Il est généreux, je pique des crises. Il ne comprend pas la méchanceté, j'en fais un art de vivre. Et puis, à 10 ans, obsédé par le service militaire que j'associe à la mort, je multiplie les cauchemars d'armée. Thibaut, lui, annonce à notre mère « J'ai plus envie de vivre ». Ça dure encore combien de temps? Sympa. Sympa, le frangin à 8 ans. Pas du tout anxiogène, pas du tout angoissé. Bravo. Il y a eu zéro. Alors, pour le coup, on parlait d'applaudimètre. Voilà. Bien, ce livre raconte votre histoire à vous deux. Et du coup, je voulais savoir comment vous en avez parlé à votre frère Thibaut et comment a-t-il réagi? Je lui ai parlé de thunes. Il n'y avait que ce billet-là pour la Madoué. Je lui ai dit, mon gars, ça fait 15 ans que t'es malade. Tu touches la côte oreille. Là, c'est l'occasion de prendre un vrai billet, tu vois. Il a dit, t'as raison. T'as raison. Et, puis il avait des envies de s'acheter des trucs, des chapeaux,
boucle d'oreille. Vraiment, il me sortait des trucs. Alors, je déconne, mais pour de vrai, il me sortait des trucs de ouf. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas t'acheter avec ça? En vérité, tu vas te prendre 10 balles et tout. C'est pas rien, tu vois. Tu peux mettre de côté pour aller te trouver un appart plus sympa que celui dans lequel t'es et vivre un an au moins dans ce truc, tranquille et tout. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Là, il a trouvé un petit appart chouette à 7. Mais les billets, de toute façon, il a fallu que je le rassure parce que c'était un non catégorique d'entrée de jeu. C'était pas question que tu m'observes à la loupe et que tu me fasses un bouquin sur moi, tu vois. Donc c'était trouver des billets pour le rassurer et pour le stimuler. De trouver des billets ou des billets? Et bah, justement, c'est intéressant. Des billets et des billets aussi, ouais. Les deux. Trouver des billets affectifs et des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50 euros, tu vois. Les deux. Non, mais c'était. Je pense qu'il a pris conscience aussi, même si après il le faisait à tâtons, il s'impliquait de manière épisodique sur l'écriture du bouquin. Je pense qu'il a pris la mesure de justement, sans servir de porte-drapeau et d'être le haut-parleur de qui que ce soit, de se dire à partir de mon histoire, de mes expériences et de celles que Guillaume va raconter pour moi, passer aussi, offrir une tribune, une voix à tous ces gens, mine de rien, tous ces gens qui peuvent pas, qu'on n'invite pas à l'exprimer, ou qui sont pas en capacité de pouvoir exprimer cette voix-là, c'est le faire aussi pour eux, quoi. Grâce à ça, quoi. Et c'est important. Encore une fois, on parle souvent avec mon frère de ça, de solitude qui réunit, quoi. Quand on vit chacun des mers dans son coin, de trucs, et qu'on est convaincu d'être les seuls à les vivre, et qu'on peut en parler à personne, que personne pourra être en mesure de comprendre ça. La vérité, c'est qu'on a on traverse chacun nos épreuves, on a chacun nos chemins de croix, et je me rends compte d'autant plus depuis que le bouquin est sorti, c'est qu'effectivement, il y a tellement de gens touchés par la schizophrénie, c'est fou. Et de gens aussi, de messages de gens qui me demandent, qui sont des messages directement adressés à Thibaut, quoi, qui me disent remonte cette lettre pour ton frère, j'ai pas son adresse, il a pas de mail, je trouve pas de truc, mais c'est pour lui. Et ça va de gens lambda à des médecins psychiatres qui disent putain, c'est courageux de la part de ton frangin, parce que j'en connais des gens qui sont en souffrance psychique. Et je sais l'effort que ça demande, le courage, on parle de courage, c'est l'effort que ça demande de concentration aussi, pour pouvoir décoffrer des écrits, des choses. Et puis c'est faire face au regard des gens surtout, quoi. C'est surtout ça a été une épreuve terrible pour Thibaut, qui, convaincu de mon petit succès avec Casseur, s'imaginait me voir sur tous les plateaux télé de Français de Navarre en train de parler de lui et du bouquin, et qui disait mais wow, je vais jamais, c'est un truc je vais jamais pouvoir bien le vivre, ça, quoi. Et donc je relativisais, je disais tu vois, on sait pas où ça ira, et si à un moment donné on me propose un plateau télé, j'irai, mais je trouverai les mots justes, j'essaierai, parce que c'est important qu'on en parle. Et c'est cette idée-là finalement qui a fini par le rassurer, cette idée qu'il n'était pas le seul à vivre ce truc-là, et que c'était important d'en parler. Alors, cette question de l'argent que vous évoquez pour le convaincre, on le retrouve d'emblée dès le premier chapitre dans le livre. Est-ce que c'est pas une manière... donc, on a vu dans le livre, ou vous verrez si vous le lisez, qu'il y a plusieurs voies, il y a une manière de un peu brouiller les pistes. Est-ce que c'était pas une manière de brouiller les pistes sur vos intentions dès le départ, ou de prendre un peu le contre-pied, Ouais. ou d'avoir un côté un peu provocateur Ouais, ça c'est des réticences Casseur, c'est mon truc, mon côté un peu... je me dis, c'est marrant parce que c'est un fragment qui m'est venu très très vite en fait, et je me dis, il faut planter le décor. Comment je peux planter le décor ? Sachant que la problématique de fin de premier fragment, c'est mon frère entend des voix, comment je vais réussir à l'impliquer dans l'écriture du bouquin pour en parler, sachant qu'il entend des voix dont il ne parle à personne. Et qui en plus, il sacralise lui l'exercice de l'écriture littéraire, et qu'il est hors de question que son grand frère vénal, qui lui propose un billet pour écrire, se serve de son histoire et instrumentalise son affection pour écrire un truc qu'il n'a pas envie que je raconte, quoi. Fallait trouver quoi. Ouais, excuse-moi, j'ai rezappé ta question, je suis désolé.
Et du coup, est-ce que c'était pas une manière de brouiller les pistes sur Si, vos intentions en fait sur vis-à-vis de mes votre frère? intentions, ouais, bien sûr. Mais c'est une grosse ficelle, ça, hein. Parce que je débrouille pas très longtemps, quoi. C'est le temps d'un premier fragment. Mais c'est marrant, parce que c'est pour induire un peu le lecteur en erreur, lui dire, mais attends, ok, donc on va parler de quoi là? Donc le mec, il est vraiment vénal, et il voudrait se servir des souffrances de son frangin pour faire du fric. Je pense que et même les gens qui m'ont découvert avec Casseur ou sur Enfant Lune savent que c'est pas le style de la maison et que je suis pas là-dedans, quoi. Mais ça me faisait marrer de planter le décor de cette manière-là, justement pour de me présenter en tant que grand frangin vénal et le plus éloigné finalement de son frère et de ses réalités, pour resserrer le truc et justement chemin faisant dans le bouquin, me rapprocher de Thibaut et essayer de comprendre de mieux en mieux sa réalité, quoi, avec toutes les difficultés qu'elle comporte, et de finir sur un truc un peu plus optimiste. Euh, c'était une ficelle, c'était une manière de planter le décor. Et après, c'était aussi le fait de mélanger les voix. Je trouvais ça ludique dans l'idée. Et je me disais, tiens, parler de schizophrénie, si je refuse de le faire d'un point de vue médical, qu'est-ce qui pourrait m'amuser, moi, qu'est-ce qui pourrait me stimuler dans l'écriture? C'était me dire, faut que je mélange absolument les voix, faut que je mélange les voix qu'entend mon frère et celles dont il va accepter de me parler. Faut que lui s'adresse au lecteur, lui, à la première personne, en me partageant des textes d'époque ou en commentant certains passages du livre en temps réel. Il m'envoyait des textos parfois que j'essayais de retranscrire à l'écrit. Faut que moi j'emprunte sa voix et que je le raconte lui à la première personne à travers ses voyages. C'est ce que j'ai préféré faire dans le bouquin. Ouais. C'est la partie littéraire du livre, je pense, la plus littéraire du livre. En tout cas, c'est celle-là. C'est ces épopées un peu folles, peuplées de visions, d'entités, de trucs qu'il va vivre et de visions qu'il va avoir et de choses folles qu'il va vivre. Ça, j'ai adoré faire ça. Et je dis, s'il m'avait donné plus de matière, là, ça c'était compliqué, il fallait lui tirer les verres du nez pour savoir ce qu'il avait vécu dans l'intimité de ses voyages. Mais si j'avais eu plus de matière à disposition, je pense que je n'aurais fait un bouquin que là-dessus. Euh, mais ça m'a aussi fait du bien de moi, de délivrer mes observations de grand frère par rapport à lui, par rapport à notre histoire fraternelle, pardon, par rapport à mon entourage, mon rapport à la maladie, la manière dont elle s'est répercutée sur moi, mon mode de vie, ma façon de voir. Enfin, il y avait plein de choses à faire, mais tout en mélangeant les voix, en me disant, si à un moment donné j'arrive à paumer un peu le lecteur dans tout ça, dans ce dédale de voix et d'histoire, tant mieux. Mais pas le perdre totalement non plus. Qu'il soit en mesure de se dire, ok, qui parle là? Ah ok, je comprends, là c'est Thibaut qui parle, là c'est Guillaume. Mais je trouvais ça pertinent, en tout cas dans l'idée, de parler de schizophrénie en mélangeant les voix. Donc ça, c'était votre intention de départ, comment vous vouliez construire le livre. Comment vous avez réussi à le convaincre et est-ce que vous avez réussi du coup à faire tout ce que vous vouliez? Ouais, sinon le livre n'aurait jamais pu voir le jour. Ouais, je pense. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Seul truc qui sont venus pendant le process d'écriture, c'était à un moment donné, il a fallu prendre des décisions parfois un peu pénibles, c'est-à-dire contre la volonté de Thibaut, ou même sans le concerter. Je savais qu'il allait falloir que j'aborde des épisodes de nos deux vies, de sa vie et de son parcours psychiatrique un peu pénible, et qui m'aurait dit non si je lui avais demandé l'autorisation de le faire. Je sais qu'il m'aurait dit non. Et je me dis, je prends le risque d'écrire sur... je vais faire un fragment sur la sismothérapie. Et cette fameuse fois où il m'appelle quand il décompense complètement après sa troisième séance d'électrochoc. Et qui me demande de venir le chercher. Et qu'on l'a camisolé chimiquement, enfermé dans une pièce, qu'il a droit à un coup de fil, comme dans les films. Et qui m'appelle moi en me disant, viens me chercher. Et que je me retrouve pris en otage... entre une chef de service qui m'explique au téléphone qu'il est en HDT, donc contre sa volonté mais pour son bien. Ça me fait doucement rire à ce moment-là, mais j'en rage, quoi. Et que pour que mon frère se retrouve en HDT, il faut le certif médical d'un médecin traitant, de la famille par exemple, et l'accord des parents, quoi. Donc là j'ai la haine contre tout le monde et je me dis, qu'est-ce que fout mon frère terrifié, on me demande de sa famille et de gens qui pourraient le rassurer, qu'est-ce qu'il fout en HDT après avoir reçu des décharges électriques dans le cerveau?
Ça a été un truc, c'est encore, même quand j'en parle, c'est un truc, c'est mal digéré ce truc, et je pense que ça le sera jamais. Et là, on se sent tous responsables et fautifs et coupables dans ma famille, tu vois. Et ça, c'est des choses, voilà, c'est des sujets, c'est des choses qui sont dans le parcours de quelqu'un de malade, c'est des choses qui peuvent survenir à un moment donné. Il faut que j'en parle. C'est arrivé dans la vie de Thibaut, c'est arrivé dans nos vies. Et ça, je peux pas contourner cet épisode, mettre des œillères et me dire c'est jamais arrivé. Il faut que j'en parle. Il s'agit de ça aussi, tu vois. Donc c'est de faire sans le consentement de mon frère en me disant quand il tombera dessus, croisons les doigts pour qu'il m'en veuille pas de trop, quoi. Et c'est justement, si vous en parlez, c'est sûrement aussi parce que ça n'arrive pas qu'à votre frère. Ouais. Et d'où l'objet du documentaire, sûrement, Ouais, bien sûr. de rassembler ouais. voix. C'est une réalité pour plein de gens, ça. Bah ouais, malheureusement. C'est une réalité pour énormément de gens. Et alors, vous le rappelez, le but, c'est pas de jeter la pierre au corps médical, au corps soignant. Non. Simplement. Non, je fais gaffe à ça, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure en privé, c'est que y a des choses qui m'ont révolté dans l'approche médicale de certains aides-soignants, de certains médecins psychiatres, mais je peux pas mettre le zoom seulement là-dessus, parce que ce serait dénigrer tout le travail que font les autres, et souvent formidable. Mais c'est comme partout, en fait. Moi, c'est de l'approche punitive qui me révolte et que je trouve injuste. Et en même temps, je suis pas aide-soignant moi-même. Je sais pas à quoi sont confrontés ces gens-là au quotidien. C'est des patients qui souffrent de pathologies différentes, qui ont des réactions différentes, parfois épidermiques ou juste des gens qui sont mutiques. Et donc, c'est compliqué de les appréhender. Non, moi, ce qui me fait mal, c'est plus l'aspect usinaire du truc, et des psychiatres qui ont traité les dossiers à la chaîne, qui vont recevoir le patient une fois par semaine, qui vont renouveler l'ordonnance, lui filer les mêmes cachetons, les machins. Il y en a d'autres qui vont, à contrario, qui vont focus sur un véritable accompagnement humain, thérapeutique, une approche personnalisée, on va dire, et juste être un peu plus curieux que d'autres, qui vont attendre la fin de la journée pour rentrer chez eux et rebelote le lendemain, tu vois. Mais c'est comme ça. Et donc, non, je veux pas fustiger tout un corps de métier. Il n'est pas question que je fasse ça. Il y a des choses qui m'agacent, j'en parle un petit peu, mais c'est pas la, comment dire, je pense pas que ce soit la majorité. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet du livre, en fait. Parce que vous, votre livre, vous vouliez pas faire un livre sur la maladie. Vous vouliez faire je voulais mélanger à la fois parler de la psychiatrie quand même, parce que je l'ai vécu même en tant qu'observateur et en tant que grand frère. Je suis allé chercher Thibaut à Esquirol, derrière le CHU à Caen. Je suis allé le récupérer dans des cliniques. J'y suis allé, quoi. Je me suis confronté à la réalité psychiatrique que vivait mon frangin et tous les gens avec qui il était. C'est quand même un délire, hein, parce ils vivent des trucs tellement durs. Mais j'avais aussi des envies d'écriture un peu plus littéraire, plus romanesque, quand je raconte les voyages de Thibaut. Et il a vécu tellement de choses folles en plus, je me disais, je ne vais pas me concentrer seulement que sur l'aspect psychiatrique. Et en tout cas, je vais pas seulement mettre le focus sur son parcours psychiatrique. Mais par contre, pour revenir au parcours psychiatrique, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir levé le voile sur quelque chose d'un peu tabou, justement, sur... Je sais pas, j'ai relaté ce que moi j'ai vu, surtout j'ai pas cherché à taper un grand coup dans la fourmilière. Mais je suis part de constats d'observation que j'ai pu faire moi, ma mère, mon frère aussi, qui donne aussi à des endroits du bouquin son avis sur son parcours psychiatrique, sur la manière dont il a vécu le fait de se retrouver avec des gens malades, avec des aides-soignants plus ou moins cool en fonction des endroits par lesquels il est passé. Mais non, j'ai pas l'impression de lever le voile. C'est surtout que j'aborde un sujet qui est... Mais je vois, il y a des choses qui passent quand même là-dessus. Je tombe des fois sur des témoignages de gens qui sont schizophrènes, autistes, peu importe la pathologie, tu vois. Moi, à ce moment-là, c'est une tribune qui m'est offerte pour parler de tout ça. Donc je dois essayer d'aborder un peu tous les sujets. Mais je ne veux pas cantonner mon frère qu'à sa pathologie. Et il est tellement plus quelqu'un qui est multidimensionnel et qui a une sensibilité tellement touchante, et qui en plus a vécu, a provoqué lui des épisodes de vie un peu fous en se barrant à gauche à droite en Roumanie, au Maroc, en Espagne, et puis il en a fait d'autres, quoi. Mais ce que je raconte dans le bouquin, c'est surtout cela.
Et je me dis, il a vécu ça, c'est des trucs dont il me parlait. Je chopais des bribes. Et je lui dis, mais raconte-moi la Roumanie. T'es vraiment parti convaincu que le Dracula existait, que t'allais le rencontrer dans les Carpates. Il me dit, ouais. Puis il fait, maintenant, si tu veux, je te raconte un peu comment ça s'est passé. Quand j'ai posé mon iPhone, mon dictaphone sur la table et qu'il a commencé à me raconter la Roumanie, j'ai halluciné. J'ai pas pu tout mettre dans le bouquin, mais j'en revenais pas. Et je savais, parce qu'il m'avait chopé des... Enfin, c'était cohérent avec ce qu'il avait pu me dire à l'époque. J'ai dit, c'est fou. Il soit parti si longtemps solo comme ça et qu'il ait fait à la fois de vraies rencontres humaines là-bas et en même temps des rencontres fantasmées, complètement barrées. Je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui vient stimuler mon envie d'écriture le plus à ce moment-là, quoi. Et de raconter lui dans son... dans cette multidimensionnalité-là, quoi. Il y a le frangin qui souffre de schizophrénie. Il y a le frangin baroudeur, voyageur, un peu écrivain, photographe, qui part chasser ses démons aux quatre coins du globe. Il y a le petit frère, il y a le frangin aussi très conscient de ce que je vis et très empathique et très en soutien. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à dire, quoi, tu vois, donc qu'il n'était pas question que je ne le ramène qu'à la schizophrénie, quoi. Et du coup, vous vous êtes livré presque à une enquête pour rassembler ces pièces du puzzle, pour le reconstruire. Et puis il a fallu retourner aussi dans vos souvenirs et faire plusieurs allers-retours, puisque vous êtes plutôt situé à Paris et votre frère dans le sud de la France. Ouais. Et je me suis dépêché avant l'annonce du premier confinement. J'ai tracé dans le sud, j'y suis allé 2-3 fois et en ayant préparé mes questions comme un journaliste et voilà et me dire qu'il faut vraiment que j'arrive faut que j'en sache à percer. Ouais, à percer certains mystères, ou en tout cas faire en sorte que sa langue se délie et à partir de ça, moi je pourrais broder. Donc je trace dans le sud et je l'emmène, quoi. Je prends un truc, un Airbnb côté de Sète où il vit, et on se barre 2 jours en pleine campagne, dans la garrigue, et on passe du temps ensemble, et je provoque, j'essaie de provoquer les moments où je vais le sentir en capacité de se confier et d'accepter de le faire. Donc c'est être avec lui, c'est attendre le bon moment, quoi, le bon timing pour le faire, et revenir sur Paris avant le premier confinement et avoir suffisamment de matière pour me dire, ok, maintenant je vais dérusher un peu tout ce que j'ai de côté et je vais attaquer l'écriture. Et quand je serai en comment dire, en rate de matière, quand il me manquera, j'espère qu'il décrochera son téléphone et qu'il acceptera de me filer des compléments d'infos, quoi. Surtout que la première fois que vous partez le voir à Sète, c'est avant tout pour le convaincre, parce qu'il vous avait donné la toute première fois, ouais. La toute première fois, c'était pour le convaincre. Mais même avant même qu'on s'embarque dans l'écriture et que d'un point de vue, enfin je veux dire, même quand moi j'étais pas comment dire, quand j'étais pas encore déterminé. Les premières discussions que j'ai avec ces maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé, je me dis, je suis pas encore sûr de m'embarquer sur ce projet, quoi. On se rencontre, on prend un café, on en discute, et je dis ouais, ça me chauffe, machin et tout, mais dans la réalité des faits, quand je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que je vais pas au-devant de galères à essayer de convaincre Thibaut ? Est-ce que moi j'ai les ressources pour ? Est-ce que j'ai envie, après Enfant Lune, de repartir sur des thématiques perso et hyper intimes ? Enfin, mais quand même, par anticipation, avant des semaines et des semaines avant de me mettre à écrire, quoi, je le préparais psychologiquement. Et je pense que c'était une manière de me préparer aussi, moi, à y aller. Je pense qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me disait, de toute façon, tu vas y aller. Et ton allié, ton plus grand allié sur ce projet sera certainement aussi pas ton ennemi, mais celui qui te mettra quelques bâtons dans les roues de temps en temps, en la personne de Thibaut. Je vous remercie, Gringe, d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, un micro va circuler parmi le public, et puis on va recueillir les questions des personnes qui souhaitent en poser. Est-ce que il y a par exemple des questions un peu plus sur le sujet du livre, ou bien même sur l'écriture, parce que comme vous savez,
Donc Gringe est rappeur avant d'être auteur de livres. Et il y a peut-être des questions à ce sujet-là. Je me demandais du coup ce processus de réflexion et de questions personnelles un peu familiales, ça a duré combien de temps avant l'écriture littéraire du livre? Ouais, c'est apparu pendant la fabrication de l'album Enfant Lune. Les 6 premiers mois que je passe en studio sur Enfant Lune, je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et j'ai l'impression que je fais du réchauffé de casseur-flotteur, quoi. Sauf que sans mon pote, ça a plus la même saveur, que ça m'intéresse moins de le faire. Et que je suis jamais hyper satisfait du résultat. Et puis, je sais pas, à un moment donné, je débloque le truc en attaquant un morceau, je crois que c'est Pièces détachées le premier, où je me dis, là, il y a un truc dont j'ai envie de parler, je le sais. Le temps que j'identifie ce phénomène et que je me pose la question de comment je vais faire pour le retranscrire en chanson, comment je vais faire pour l'écrire déjà, retranscrire mes pensées en paroles, en trucs qui sonnent et qui aient du sens, et fabriquer mon puzzle et après le mettre en musique. Une fois que j'ai ce morceau-là, d'un coup, il s'opère un déclic, quoi. Je me dis, si ce qui me sauçait sur ce projet-là, c'était justement d'aborder ces thématiques personnelles. Et je me suis plus trop posé la question après Pièces détachées. Il y a eu Karma, un truc, c'est mon rapport à la spiritualité. Est-ce que je pense des religions, de la spiritualité? Il y a eu Scanner sur donc, la maladie de Thibaut. Il y a eu ces morceaux-là et sur la thématique amoureuse. Il y a eu quelques morceaux où je me dis, ah là, je creuse un truc qui m'intéresse. C'était des ébauches, quoi, mais c'est à ce moment-là que ça arrive, quoi, tu vois, et je me dis, il y a une thématique familiale, ou en tout cas personnelle, sur mes relations euh, dysfonctionnelles en amour, la relation avec mon père, quelle manière dont elles sont liées les deux, quelle reproduction de schéma par loyauté. Il y a tous ces trucs-là qui me questionnent, et je me dis, j'ai déjà une moitié d'album de remplissage, de morceaux dont je suis pas hyper satisfait, et une autre partie sur laquelle je vais me concentrer. Je vais dire, ok, je vais aller à fond là-dedans, quoi. Voilà comment c'est arrivé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gringe? Oui, bonjour. Merci pour votre venue. Alors, j'ai pas eu l'occasion de lire votre livre pour l'instant. Peut-être que vous en parlez dedans. Alors, mon frère a été diagnostiqué schizophrène il y a 3 ans. Alors, forcément, dans la famille, ça a été un cataclysme inimaginable. On est en soutien de la personne malade, hein. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous-même avez été soutenu pendant cette épreuve? Et par qui? Mais je me suis même, tu vois, sans trop savoir ce dont j'avais besoin à ce moment-là, j'ai pas cherché à l'être. Et ça a été compliqué, on va dire, même pour les gens de mon entourage, les premiers, de m'apporter leur soutien, parce que je me suis détaché de la famille quasi les 2 premières années de l'annonce de la maladie de mon frère, pour me protéger de ça, parce que je l'ai vécu de manière hyper violente, la métamorphose de Thibaut, et puis le cocon familial qui morfle, et je pense que tu sais de quoi je parle. Moi, pour me protéger de ça, pour me préserver du choc, je vivais beaucoup à l'extérieur de la maison. Et il se trouve que l'année qui a suivi l'annonce de la maladie de Thibaut, mes parents et Thibaut sont partis vivre dans le sud, et moi je suis resté sur Caen. Et je me suis dit, voilà, au moins il y aura une distance géographique, il y aura un truc. Donc, savoir si j'étais pas conscient de. C'était un truc en temps réel, tu vois. Je savais pas, je me posais pas la question, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce que j'ai besoin d'un soutien psychologique, d'un accompagnement. Et puis mes parents, par exemple, je suis très proche de ma maman, et on est très dans la confidence l'un et l'autre, et elle renifle très vite aussi quand j'ai besoin d'aide, justement, et de discuter, sauf que là elle était en train de gérer elle-même, de dealer elle-même avec cette épreuve là, tu vois, et
et qu'on était chacun, mes parents, moi, les copains autour de Thibaut et de moi, on était chacun dans un traitement très personnel de ce qui nous arrivait, quoi. J'ai mis du temps. Moi, j'ai mis 2-3 ans avant peut-être de verbaliser justement le fait que ça me fasse souffrir à ce point-là, de m'en rendre compte, de réaliser. Et c'est au contact de ma copine de l'époque qui me disait, mais je sens bien, tu vois, que tu t'en rends malade de culpabilité, que le fait de t'être éloigné de Thibaut, en plus, c'est continuer d'alimenter les scénarios que tu te fabriques et qui sont forcément loin de la réalité. Et peut-être que ton frère, si tu te rapprochais de lui, te fermerait pas la porte et que tu pourrais... mais il faut, à un moment donné, confronter, je pense, la réalité de plein fouet pour pouvoir savoir de quoi on a besoin, d'aide ou des réparations des pansements qu'on peut coller soi-même aussi, quoi. Mais c'est important, ça je le mesure des années plus tard, c'est important l'accompagnement de l'entourage, de gens qui vivent avec quelqu'un de psychotique et en souffrance, ouais, forcément ça ricoche, quoi. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Je voulais poser une question, alors il n'y a pas trop à voir avec le sujet du livre, plus sur la multitude des médias que vous utilisez, que ce soit justement le rap originellement, la comédie avec Bloqué, ou du coup le cinéma, et le livre maintenant. Et à chaque fois, vous êtes dans ce média, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des envies de mélange? Parce que par exemple sur Mutafakaz, vous avez jamais, à aucun moment, vous faites un rap, par exemple, avec Orelsan ou un truc comme ça. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des moments, des envies de mélange Si. de médias? Bah si, c'est marrant, hein, c'est les discussions du moment, ça, avec les gens avec qui je bosse. J'aimerais ça. J'ai pas envie de m'avancer parce que je sais pas si je vais en être capable, je sais pas encore comment prendre le taureau par les cornes, mais faut que je trouve va falloir que je démarre des choses, mais j'aimerais faire s'imbriquer l'écriture d'un bouquin et la musique pour un prochain projet, par exemple. Comment, j'en sais rien encore. Sur quel sujet ça se précise, mais c'est encore un peu vague, quoi. Mais j'aimerais bien justement commencer à me servir de ces différents outils. Et je dis pas que je les maîtrise, je dis juste que ça me procure du plaisir quand je le fais. Et que si je pouvais combiner ces différents outils-là pour produire quelque chose d'artistique et quelque chose qui ait du sens, et c'est un truc qui me botte à fond, tu vois, pour un prochain projet. En tout cas, par rapport au rap, par exemple, une musique qui m'intéresse de moins en moins. En tout cas, avec les codes actuels, c'est normal, c'est un truc très jeune. Mais c'est un outil que je maîtrise un peu, l'écriture rap. Et donc je me dis, qu'est-ce qui pourrait me donner envie d'en refaire? Ok, peut-être que l'écriture d'un bouquin et essayer justement que les deux médias se répondent de temps en temps. Après, à moi de trouver comment. Mais ça, c'est un truc qui me donne envie de refaire du rap, par exemple. Donc il y aura certainement un prochain projet, un peu hybride. Mais voilà. Mais fort de mes expériences avec mon album, je pense que je suis capable de faire des morceaux un peu plus précis, un peu plus aboutis. Et puis c'est l'écriture du bouquin aussi qui m'a donné accès à une autre forme d'écriture dans la musique. Parce que j'ai réécrit des morceaux depuis la sortie du bouquin, et je me rends compte que c'est autrement une approche autrement plus précise, et c'est plus le même choix de mots, c'est plus la même manière c'est plus les mêmes constructions, les mêmes schémas de pensée, les mêmes constructions de rimes. Ça m'emmène un peu ailleurs, ça déplace le truc, et je trouve ça hyper stimulant aussi. Donc il y aura voilà, de l'écriture et peut-être du rap un peu aussi, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je suis désolé, je vais revenir sur du coup sur ton frère vis-à-vis de comment ça s'est passé après l'écriture du bouquin. Tu évoquais le fait que ça a été compliqué de le convaincre de l'écrire.
comment s'est passé après ça? Tu disais justement que tu lui avais évoqué l'idée de faire un documentaire ou même d'en parler après. Comment ça s'est déroulé après ça, tout simplement? Alors l'idée du documentaire, c'est quelque chose d'assez récent et il n'est pas réticent à cette idée-là. Par contre, il veut pas, il veut pas être impliqué quelle que soit, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Par contre, il est OK pour que j'y aille. Je lui ai expliqué un peu et ça le dérange pas. Moi, ce qui me préoccupait, c'était justement à la sortie du livre, c'est est-ce qu'il va le lire déjà, est-ce qu'il va accepter de le lire, est-ce qu'il va accepter de lire, de se lire lui, qu'est-ce qu'il va en penser, comment ça va se répercuter sur notre relation, est-ce que il y aura de la casse, ou il sera juste dans l'accueil du truc, et on touche du bois encore aujourd'hui, tu vois, c'est qu'il est dans un truc où ça l'a vachement redynamisé. Il y a tout un truc où d'un coup le fait de lever le voile sur une maladie taboue pour les gens qui la vivent, et surtout pour lui, il y a quelque chose de mieux assumé derrière, quoi. Et dès lors que c'est mieux assumé, tu te sens moins une bête curieuse, tu es moins dans la dépréciation, et il a fait des trucs un peu surprenants. Depuis la sortie du livre, il a passé un baptême de plongée, par exemple. J'ai pas compris le concept au début. J'ai dit ok, pourquoi pas, mais ça, j'en parlerai justement dans le bouquin va sortir en format poche à la rentrée, et on est en train d'écrire avec Thibaut un dernier chapitre pour le format poche, pour raconter un peu ce qui se passe ce qui s'est passé depuis la sortie du livre, mais quelque chose de très revalorisant pour lui, quoi, très renarcissisant, et c'était pas un truc que j'avais anticipé, ça. Au contraire, connaissant Thibaut, je m'étais dit il ouvrira pas le bouquin, mais je pense que ça lui a fait du bien, et voilà, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que je déconnecte vite là. Je suis de plus en plus, j'oublie les questions qu'on me pose. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ou... Non. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Petit rappel du livre, donc c'est Ensemble, on aboie en silence de Gringe. Merci Gringe. Merci de vous être déplacé, c'est super cool. Et le cinéma vous paye sa tournée de Michoco et de café, vous avez de la chance. Merci. Merci Gringe.